40% de coûts en moins, pourtant tout vacille. Dans un pays soumis aux solutions importées, une telle baisse bouleverse l'ordre attendu et révèle une dépendance enfouie que nul n'osait nommer. Que signifie vraiment ce tournant pour Ibrahim Traoré et son pays ? Un avenir inattendu semble brusquement surgir. Ce projet routier, né d'une idée jugée marginale, s'impose désormais comme une promesse rare. Offrir au Burkina Faso une infrastructure moins coûteuse, plus durable et réellement adaptée au climat. La véritable valeur réside dans un bénéfice simple, dit Monette, réduire la dépendance extérieure en renforçant les capacités locales autonomes. Si cette approche réussit, elle pourrait remodeler l'accès aux hôpitaux, fluidifier les déplacements agricoles et diminuer les pertes économiques liées aux routes impraticables, transformant ainsi des zones isolées en pôles d'activité viables. Mais l'enjeu va plus loin. Il teste la capacité d'un pays longtemps soumis aux modèles importés à tracer sa propre voie, sans médiation d'entreprises étrangères. Les critiques affirment que ce pari reste fragile et que l'économie nationale pourrait vaciller si l'expérimentation échoue. Pourtant, un détail intrigue déjà les observateurs. Un détail intrigant déjà observé, la première route pilote a résisté alors qu'on prédisait sa défaillance rapide. Ce qui se joue ici n'est pas seulement une technique. C'est la possibilité qu'un choix local redéfinisse l'avenir d'un État entier. La première révélation surprend. La route expérimentale a traversé toute la saison des pluies sans un seul affaissement majeur, contredisant les prédictions de rupture annoncées par plusieurs experts. La seconde l'amplifie. Avec une réduction de 40% des coûts, le projet a immédiatement bousculé les modèles importés qui dominaient l'infrastructure du pays depuis des décennies. Au cœur de cette bascule se trouve Ibrahim Traoré, qui voit dans cette méthode un levier permettant d'échapper à la spirale des contrats étrangers et à la dépendance financière qui les accompagne. Son initiative, née d'un scepticisme général, s'est heurtée à des critiques virulentes dès ses premiers pas. Beaucoup estimaient impossible qu'un matériau considéré comme un déchet puisse supporter les contraintes climatiques extrêmes du Burkina Faso, où la chaleur fissure l'asphalte et où les pluies torrentielles engloutissent des pistes entières. Pourtant, la dynamique a évolué au fil des semaines. Sur les routes poussiéreuses autour de Koudougou, les premiers tronçons assemblés avec des pneus recyclés ont prouvé une stabilité inattendue. Les villageois mobilisés pour collecter, trier et assembler les matériaux ont transformé ce qui ressemblait à un bricolage local en démonstration de souveraineté technique. Le geste collectif a donné au projet une dimension que les calculs d'ingénierie ne pouvaient saisir, une reconstruction du lien entre l'État et ses communautés, rompant avec l'image d'un pouvoir distant. Dans cette progression, un motif se répète discrètement. Plus le chantier avançait, plus l'idée gagnait en crédibilité et plus la pression extérieure augmentait. Les multinationales, sentant leur position menacée, ont commencé à délégitimer publiquement la méthode, parlant d'un pari dangereux. Mais la solidité observée sur le terrain a inversé l'argumentaire. Ainsi, le contexte qui entoure l'expérience n'est pas seulement technique. Il révèle un pays en train de tester ses propres capacités, de vérifier jusqu'où l'ingéniosité locale peut compenser l'absence de ressources classiques, et d'examiner si ce modèle pourrait devenir un précédent pour d'autres États africains confrontés aux mêmes contraintes. Dans les premiers villages engagés dans l'expérimentation, une figure locale a rapidement servi de repère. Un coordinateur communautaire chargé de relier les équipes de collecte, les artisans du recyclage et les groupes chargés de compacter les pneus. Ce rôle, discret mais central, a permis d'éviter les ruptures d'organisation qui minent habituellement les projets imposés depuis la capitale. À travers son action quotidienne, la communauté a découvert que la solidité d'une route ne dépendait pas seulement du matériau utilisé, mais aussi de la continuité du travail collectif. Le premier, un petit exemple concret, vient de Koudougou. Une équipe de 10 villageois, dont plusieurs n'avaient aucune expérience technique, a réussi à assembler un tronçon de plusieurs dizaines de mètres en répartissant précisément les tâches: collecte, découpe, assemblage, compactage. L'opération, menée sans machine lourde, a surpris même les sceptiques locaux, qui reconnaissaient que la méthode semblait plus accessible que prévu. Un petit exemple concret provient d'une zone plus isolée, où la difficulté principale n'était pas la construction, mais la logistique. Les habitants, obligés de parcourir plusieurs kilomètres
pour récupérer des pneus abandonnés, ont organisé un système de rotation hebdomadaire. Ce rituel, en apparence rudimentaire, a soudé les familles autour d'un objectif commun. Rendre praticable une route qui devenait impraticable chaque saison des pluies. À mesure que ces expériences s'accumulaient, un constat se dessinait. L'innovation n'était pas seulement technique, elle était sociale. Les habitants se réappropriaient une partie du pouvoir de décision et le terrain devenait un espace d'apprentissage partagé plutôt qu'un lieu d'exécution passive. Ainsi, la communauté gagne un levier durable. Tout commence par une décision brève, presque abrupte, d'Ibrahim Traoré, lancer une route pilote dans une zone où les projets classiques échouaient systématiquement. Le déclencheur n'est pas une annonce publique, ni un discours solennel, mais une note interne invitant les équipes locales à tester le matériau le plus disponible dans les villages, les pneus usagés. Le pays traverse alors une phase d'incertitude, et l'idée d'utiliser des déchets pour bâtir une route paraît aussi risquée que nécessaire. Les premières équipes se mettent en mouvement, récupèrent les pneus abandonnés dans les cours, les garages et les zones périphériques. Le rythme est soutenu. Les structures de compactage s'improvisent. L'expérimentation prend forme plus vite que prévu. Puis vient l'étape critique de la mise en place. Les blocs de pneus, une fois assemblés, doivent affronter la chaleur qui fissure habituellement l'asphalte. Chaque journée expose le chantier à des contraintes extrêmes, mais les équipes persistent. La progression reste régulière. À mesure que la route s'étire, les sceptiques s'observent sans intervenir, convaincus que la moindre surcharge ou la première pluie anéantira l'essai. Une tension discrète s'installe entre les techniciens locaux et les voix extérieures qui prédisent l'échec. Pourtant, la structure tient. La montée en intensité survient quand la saison des pluies approche. Les premières averses provoquent un basculement de l'attention nationale vers le projet. Les routes traditionnelles montrent leurs limites. Ornières, ruptures, stagnation d'eau. En parallèle, la route en pneus résiste étonnamment bien. Les habitants filment les premiers passages de motos et de charrettes sur un sol qui ne s'effondre pas. L'information circule rapidement. Les critiques perdent de l'assurance. Le débat se déplace. N'est-on pas en train d'assister à une inversion totale des normes d'infrastructure ? Au même moment, la pression extérieure se renforce. Les entreprises internationales, inquiètes de voir une alternative locale émerger, publient des rapports défavorables. Elles évoquent des risques structurels, des défauts invisibles, un manque de certification. Mais rien ne coïncide avec ce qui se passe sur le terrain. Les équipes techniques, appuyées par des volontaires, poursuivent leurs tâches. Le climat se durcit, la saison atteint son pic. Pourtant, la route ne cède pas. Ce passage constitue le véritable point de bascule. La méthode n'est plus une hypothèse, mais une réalité observable. Le retentissement est immédiat. Les villages voisins réclament leur propre segment. Les autorités locales constatent que la réduction de coûts ouvre des marges budgétaires inédites. Les jeunes, jusque-là éloignés des chantiers, se forment sur le tas. L'élan collectif se diffuse au-delà du périmètre initial. Ce qui n'était qu'un test devient une mobilisation nationale. Puis vient la phase de réorganisation. La réussite oblige à revoir les priorités logistiques, collecte plus structurée, répartition des équipes, planification des zones à traiter. Les ministères ajustent leur stratégie. Les opposants, autrefois virulents, modèrent leur ton. Les médias régionaux relaient l'expérience comme un cas d'école. L'onde de choc s'étend progressivement. Enfin, une nouvelle dynamique politique apparaît. La route n'est plus qu'un ouvrage d'ingénierie, elle devient la preuve qu'un pays peut rompre avec l'attentisme. À travers ce chantier, Ibrahim Traoré façonne un précédent inattendu, une innovation née du terrain, validée par la pratique, portée par une population entière. À la base, le Burkina Faso consacrait une part démesurée de ses budgets aux routes classiques, puis la méthode initiée par Ibrahim Traoré a créé un écart inédit entre dépenses prévues et résultats obtenus. Cette différence observable ne relève pas d'une simple optimisation comptable, mais d'un basculement structurel dans la manière d'utiliser les ressources locales. La première mesure confirmée est une réduction de 40% des coûts, et cette baisse s'explique par un facteur clair. La méthode élimine les matériaux importés onéreux,
10 mots suffisent pour la résumer. La dépense chute parce que tout provient directement des villages environnants. Une deuxième mesure concerne la résistance aux intempéries. Les routes traditionnelles perdaient leur intégrité dès les premières pluies intenses, tandis que les nouvelles structures issues des pneus recyclés ont traversé plusieurs saisons humides sans dommages majeurs. La donnée la plus frappante provient du suivi technique. La première route expérimentale a réduit d'environ 30% les besoins de maintenance saisonnière. L'explication, courte et nette, tient en 11 mots. Les pneus amortissent mieux les variations climatiques que l'asphalte standard fragilisé. La troisième mesure se situe dans le domaine social et économique. Les données de terrain indiquent que près de 70% des personnes mobilisées sur les chantiers sont issues des communautés locales et cette proportion transforme la nature même du projet. Une phrase l'exprime en 10 mots. Les emplois restent sur place et stimulent l'économie à petite échelle. Au-delà du chiffre, l'impact réel se lit dans l'appropriation progressive des compétences. Formation rapide, montée en capacité, organisation collective. Ce triptyque de mesures, coût, résistance, main-d'œuvre, crée un faisceau cohérent qui renforce la crédibilité globale de l'approche. Les chiffres ne servent pas ici d'ornement. Ils valident une intuition politique. Un pays disposant de moyens limités peut obtenir des résultats supérieurs en s'appuyant sur les matériaux disponibles et les communautés engagées. En examinant la trajectoire du projet, une logique se dessine. Le coût réduit crée un espace financier nouveau que les autorités peuvent redéployer vers d'autres infrastructures vitales. La résistance accrue diminue les pertes économiques liées aux interruptions d'accès, améliorant la fluidité des déplacements et stabilisant les chaînes locales de distribution. L'emploi communautaire, lui, agit comme un catalyseur de cohésion, attribuant aux habitants un rôle actif dans la transformation de leur propre territoire. Au fur et à mesure que ces éléments s'additionnent, la portée politique devient évidente. Les chiffres soutiennent un argument que les critiques peinaient à l'anticiper. La solution défendue par Ibrahim Traoré n'est pas un geste symbolique, mais un modèle opérationnel reproductible. Il ne s'agit plus de débattre d'une idée audacieuse, mais d'observer des résultats mesurables qui s'alignent sur les besoins réels du pays. Les indicateurs, bien que simples, composent une grille d'analyse difficile à réfuter. Ces données ne clôturent pas la discussion, elles ouvrent plutôt un champ d'expérimentation élargi. Elles montrent qu'un changement d'échelle est envisageable sans rupture brutale. Elles indiquent aussi que le projet peut être affiné, renforcé, comparé à d'autres méthodes africaines émergentes. Les chiffres, posés comme des repères, guident désormais la suite du processus. Le premier argument en faveur de la méthode traditionnelle repose sur l'idée que seules les infrastructures construites avec des matériaux certifiés, importés ou produits selon des normes internationales strictes peuvent garantir une durabilité à long terme. Les ingénieurs formés à l'étranger rappellent que le béton et l'asphalte disposent d'un historique mesurable, d'un corpus d'études et d'un ensemble de protocoles qui ont démontré leur efficacité dans des contextes variés. Ils soutiennent que, malgré leur coût élevé, ces matériaux restent les plus sûrs pour répondre aux exigences structurelles d'un pays soumis à des conditions extrêmes. Selon eux, les pneus recyclés comportent une part d'incertitude technique, car leur longévité n'a pas été vérifiée dans des cycles répétés de chaleur intense et de pluie torrentielle. Le second argument affirme que les méthodes locales comportent un risque systémique. En misant sur des ressources communautaires, le projet pourrait être fragilisé par une main-d'œuvre inégale, des ruptures d'organisation ou des aléas logistiques dans les zones rurales. Les opposants estiment que les infrastructures nationales doivent s'appuyer sur des chaînes d'approvisionnement robustes, standardisées et contrôlées. Pour eux, substituer ces modèles par un système dépendant de collecte dispersée et de processus manuels expose le pays à des défaillances imprévisibles. Cependant, la réponse issue du terrain nuance fortement ces deux critiques. Les données observées lors de l'expérimentation montrent que la première route construite avec des pneus recyclés a résisté à la saison des pluies, un test que nombre de routes classiques échouent régulièrement. La réduction de près de 40% des coûts constatée dès les premières phases indique que la méthode permet un redéploiement financier utile pour d'autres besoins nationaux. Le taux d'implication locale, avoisinant les 70%, prouve que la main-d'œuvre n'est pas un handicap mais un atout, car elle renforce la cohésion et l'appropriation collective.
Ainsi se dessine un équilibre plus complexe que prévu. Les modèles traditionnels offrent une sécurité normative, tandis que l'approche locale fournit une résilience pragmatique alignée sur les réalités africaines. La confrontation de ces perspectives ne produit pas une opposition stérile. Elle ouvre un espace où les résultats mesurables redéfinissent ce qui est considéré comme viable, pertinent et durable pour l'avenir. Tout bascule plus vite qu'attendu. La progression du projet change soudain d'échelle lorsque les premiers rapports indépendants confirment que la route expérimentale n'a pas seulement résisté, mais qu'elle a surpassé plusieurs tronçons construits selon les normes classiques. Cette confirmation externe agit comme un catalyseur inattendu, car elle valide publiquement ce que les équipes locales observaient depuis des semaines. La bascule touche ensuite l'espace politique. Les critiques, jusque-là confiants dans la fragilité supposée du projet, se retrouvent confrontés à une réalité qui échappe à leur modèle. Ibrahim Traoré, qui portait cette initiative comme un pari stratégique, voit soudain son approche gagner en légitimité dans des cercles qui la rejetaient systématiquement. Dans les villages, la réaction est immédiate. Les habitants comprennent que ce projet n'est plus une simple expérimentation marginale, mais une démonstration de capacité collective. Les premières demandes d'extension émergent, non pas au sein des administrations, mais depuis les communautés elles-mêmes qui réclament une mise à niveau de leur propre route. À ce stade, le débat se déplace. Ce n'est plus la question de savoir si la méthode fonctionne, mais jusqu'où elle peut être portée. Le milieu du récit marque ainsi un renversement clair où un prototype devient une option crédible pour la transformation nationale. Les premières répercussions touchent directement le secteur non-Niep dans le secteur agricole. Les producteurs, longtemps pénalisés par l'impraticabilité des routes en saison des pluies, découvrent qu'ils peuvent désormais acheminer leurs récoltes sans perte majeure. Les trajets réduisent les délais de transport, stabilisant la qualité des produits arrivant aux marchés locaux. Cette fluidité nouvelle permet d'élargir les zones de vente et de sécuriser les revenus, un changement crucial pour des communautés dépendantes de la saisonnalité. Les retombées pour les douanes Niep dans le domaine des entreprises apparaissent ensuite. Les petites entreprises, autrefois limitées par les coûts logistiques, voient dans ces nouvelles routes une occasion d'étendre leurs activités. Le transport des matériaux, des marchandises et des services devient moins risqué et moins coûteux, ouvrant la voie à de nouvelles coopérations régionales. Les ateliers de recyclage se structurent progressivement, créant une filière semi-formelle qui renforce les économies locales. Des entrepreneurs émergent dans zones jusque-là marginalisées, profitant d'un environnement où l'infrastructure ne constitue plus un obstacle systémique. Les conséquences sur Nguédon pour les habitants se manifestent de manière plus intime. Les familles gagnent un accès plus régulier aux hôpitaux, aux écoles et aux marchés, ce qui réduit la vulnérabilité face aux urgences médicales et aux ruptures d'approvisionnement. Les déplacements quotidiens deviennent plus prévisibles, améliorant la sécurité et diminuant le temps perdu dans des trajets imprévisibles. Les jeunes perçoivent le chantier comme un espace d'apprentissage, où la participation et la coopération remplacent la dépendance habituelle aux projets venus de l'extérieur. L'impact Kouvuk à l'échelle régionale, plus large, s'étend au-delà du Burkina Faso. Les pays voisins observent attentivement l'évolution du projet, intrigués par un modèle qui semble concilier économie, écologie et souveraineté. La trajectoire initiée par Ibrahim Traoré crée une dynamique régionale où l'innovation locale gagne du terrain face aux solutions importées. Les organismes internationaux, bien qu'hésitants, commencent à réévaluer leurs critères, reconnaissant que des approches adaptées au contexte peuvent surpasser les standards établis. Cette montée en puissance entraîne aussi une modification subtile du rapport entre État et citoyens. Les communautés voient leurs efforts reconnus, ce qui renforce la confiance dans des initiatives qui s'appuient sur les ressources du pays plutôt que sur des promesses extérieures. Les autorités locales, constatant la stabilité des infrastructures, envisagent de nouvelles priorités budgétaires libérées par la réduction des coûts. La perception collective évolue. L'innovation n'est plus considérée comme un pari hasardeux, mais comme un chemin viable que d'autres régions peuvent emprunter. Au final, ces conséquences concrètes dessinent un paysage en transformation, où chaque segment, agriculteurs, entreprises, foyers et cadre régional,
trouvent un bénéfice tangible dans un modèle né du terrain. Les routes deviennent un fil conducteur reliant des enjeux économiques, sociaux et politiques et ouvrent la possibilité d'une reconfiguration durable du développement national. Le scénario de base s'appuie sur les tendances déjà observées durant la phase pilote. Si les opérations de collecte restent régulières et que les équipes locales maintiennent leur coordination, alors l'extension progressive des routes en pneus pourrait atteindre plusieurs nouvelles zones rurales dans les 12 mois. Les structures d'organisation communautaire continueraient de se renforcer, permettant aux villages de réduire encore les coûts logistiques. Une telle évolution stabiliserait l'infrastructure sans créer de rupture institutionnelle et favoriserait l'émergence de nouveaux ateliers de traitement. Dans cette trajectoire, les autorités régionales adapteraient leur budget, intégrant la méthode sans bouleverser l'appareil administratif. Le scénario optimiste imagine une accélération plus marquée. Si les résultats techniques demeurent solides et que les communautés voisines s'engagent rapidement, alors la dynamique pourrait s'étendre à l'échelle de plusieurs provinces. L'amélioration des déplacements attirerait de nouveaux partenaires locaux, renforçant les capacités de production des matériaux recyclés. Ce scénario inclut aussi la possibilité que des pays limitrophes commencent à étudier le modèle, ouvrant la voie à des échanges techniques régionaux. La confiance accrue transformerait les routes en pneus en symbole de réussite collective, encourageant d'autres initiatives centrées sur les ressources locales. Dans ce cadre, l'élan né sur le terrain deviendrait un moteur de coopération intercommunautaire. Le scénario pessimiste, lui, se construit autour de contraintes internes plutôt qu'autour de critiques externes. Si la collecte de pneus ralentit ou si certaines zones rurales font face à un manque de main-d'œuvre saisonnière, alors le déploiement pourrait connaître un frein significatif. Les difficultés logistiques deviendraient plus visibles dans les régions isolées, où la distance entre lieu de collecte et lieu de construction complique l'acheminement. Dans ce cas, le projet resterait limité à quelques zones pilotes sans atteindre la phase de généralisation. Ce ralentissement n'annulerait pas les bénéfices acquis, mais il réduirait l'impact escompté en termes de maillage territorial. Ces trois scénarios ne constituent pas des prédictions fermes, mais des cadres pour comprendre les leviers encore disponibles. L'évolution du projet dépendra de la capacité des communautés à maintenir leur coordination, de la régularité des matériaux collectés et de la faculté des institutions à soutenir l'expansion sans imposer une lourdeur administrative. Chacun de ces chemins offre des possibilités distinctes, mais tous montrent que la marge d'action repose largement sur les choix partagés dans les mois à venir. Pour les citoyens vivant au Burkina Faso, ce projet transforme la manière d'envisager la vie quotidienne. Les distances autrefois infranchissables se réduisent, les trajets vers les centres de santé deviennent plus fiables et la circulation des produits locaux gagne en efficacité. Cette amélioration de la mobilité ancre l'idée que des solutions conçues depuis le terrain peuvent réellement modifier les conditions d'existence. La route n'est plus un simple outil technique, mais un lien permettant aux familles d'accéder plus rapidement aux services essentiels. Pour la diaspora, souvent témoin à distance des difficultés structurelles du pays, l'impact symbolique est tout aussi fort. Les membres établis à l'étranger cherchent des signes tangibles de progrès venant de l'intérieur, et ce modèle fondé sur des ressources locales résonne avec un sentiment d'appartenance renouvelé. Il offre un exemple concret de développement autonome, susceptible de renforcer les initiatives de soutien communautaire portées par les Burkinabés installés hors du pays. Cette dynamique crée une passerelle entre ceux qui sont restés et ceux qui suivent l'évolution nationale depuis l'extérieur. Pour la jeunesse, le projet ouvre un espace inédit d'implication. Les chantiers deviennent des lieux d'apprentissage où l'on peut acquérir des compétences pratiques sans attendre une formation longue ou coûteuse. Cette participation directe nourrit un sentiment de capacité personnelle, renforçant l'idée que le changement ne dépend pas uniquement d'interventions extérieures. La jeunesse découvre ainsi que l'innovation peut émerger de gestes simples, structurés et collectifs. Deux gestes concrets peuvent prolonger cette dynamique. Encourager les initiatives locales de collecte pour renforcer la chaîne d'approvisionnement, puis documenter les expériences vécues afin de transmettre les apprentissages aux villages voisins. Ces actions modestes permettent à chaque groupe de contribuer à la continuité du projet.
La première étape consiste à organiser une collecte systématique des pneus usagés dans chaque zone rurale. Les comités locaux prennent en charge la logistique hebdomadaire, tandis que les autorités communales veillent à la régularité des volumes. Le critère de mesure reste simple: la quantité de pneus rassemblés par semaine et la stabilité de l'approvisionnement. Cette coordination décentralisée constitue la base indispensable pour maintenir le rythme du projet. La deuxième étape repose sur la création de centres régionaux de transformation. Chaque centre reçoit les pneus collectés, les découpe, les assemble, puis standardise les blocs destinés au chantier. Ibrahim Traoré soutient ce volet en encourageant la formation rapide d'équipes techniques capables de transmettre leur savoir-faire. L'avancement se mesure par le nombre de blocs produits mensuellement et par la réduction des délais d'acheminement. Ces centres deviennent le pivot industriel du dispositif. La troisième étape concerne la professionnalisation des chantiers. Les villages identifient des équipes fixes qui suivent un protocole de construction défini nationalement, garantissant une homogénéité technique. Chaque tronçon terminé fait l'objet d'un contrôle de résistance, ce qui permet de valider la solidité avant ouverture. L'efficacité se mesure par la vitesse de construction et par le taux de non-conformité détecté lors des inspections. La quatrième étape vise à intégrer le projet dans une planification plus large. Les autorités régionales sélectionnent les zones prioritaires selon les besoins médicaux, scolaires ou agricoles. Cette priorisation garantit que l'effort porte d'abord sur les axes à forte utilité sociale. Le succès se mesure par le nombre de services essentiels devenus accessibles toute l'année. Ces 4 étapes ne forment pas un programme figé. Elles structurent une méthode adaptable où chaque communauté peut renforcer la dynamique selon ses ressources et ses contraintes. Lorsque les premiers villageois ont marché sur la route nouvellement construite, un silence particulier avait accompagné leurs pas. Ce moment, simple et presque fragile, incarnait une promesse que personne n'osait formuler ouvertement, celle d'un territoire capable de se reconstruire par lui-même. L'image de cette marche inaugurale revient aujourd'hui comme un rappel puissant, car elle porte tout le poids du changement initié par Ibrahim Traoré. Les habitants n'avaient pas seulement foulé un ouvrage technique, ils avaient validé une idée née du terrain, portée par leurs propres efforts et transformée en réalité par un travail collectif constant. La route devenait ainsi une ligne de continuité entre leurs espoirs, leurs gestes quotidiens et la vision politique qui avait permis l'expérimentation. Elle révélait une vérité souvent négligée. Les transformations les plus durables commencent rarement dans les bureaux, mais dans les mains de ceux qui vivent le quotidien des décisions prises à distance. Aujourd'hui, ce souvenir éclaire l'avenir. Il rappelle qu'un projet peut dépasser sa fonction première lorsqu'il reconnecte un pays à sa propre capacité d'agir. La dignité avance avec chaque pas.